Bienvenue sur le site Al-Awraq. Nous avons l'habitude d'organiser des débats autour des ouvrages écrits par des écrivains et écrivaines marocains. Nous avons déjà organisé un débat autour de deux livres. Le premier, c'était le roman écrit par l'écrivaine franco-marocaine Leila Behseine, La théorie des aubergines. Le deuxième débat a été organisé avec Khalid Zikri autour de son ouvrage Modernité arabe. Aujourd'hui, on accueille un écrivain romancier marocain qui est Mohamed Nedali. Bienvenue, c'est Mohamed sur le site Al-Awraq. Merci beaucoup, Serge Mjid. Je remercie le site Al-Awraq pour l'accueil. Je te remercie aussi pour l'intérêt que tu as toujours porté à mon œuvre littéraire depuis des années déjà. Je remercie le caméraman Sihadou, caméraman et technicien Sihadou. Je voudrais d'abord poser la question, qu'est-ce que si Mohamed Nedali a écrit comme roman? Je dois signaler que son parcours est plein d'écrits et de textes. Je voudrais citer les textes ou les romans qu'il a écrits. Le premier roman, c'est Morceau de choix. C'est un roman édité par Le Fennec en 2003 et puis l'Aube 2005. Ce roman a reçu le prix Atlas en 2005 et puis prix des lycéens en 2005 et puis un prix international de la diversité en Espagne en 2009. Le deuxième roman, c'est Grâce à Jean de La Fontaine. C'est un roman écrit en 2004, édité par le FEDEC. Et puis, Le Bonheur des moineaux, c'est un roman qui a été publié en 2008 en édition, dans l'édition Le Fennec, et puis l'Aube 2009, et puis en 2009 dans la même maison d'édition qui est l'Aube. La Maison de Cécine, c'est un roman écrit en 2010, édité dans Le Fennec, et puis l'Aube en 2010 et l'Aube Poche 2014. Puis Triste Jeunesse, c'est un roman écrit en 2012, édité dans la maison d'édition Le Fennec, et puis l'Aube en 2012, l'Aube Poche 2013. Ce roman a reçu le prix La Mamounia en 2012. Le Jardin des pleurs, c'est un roman qui a été publié en 2014 dans le Fennec, l'Aube en 2014 et puis l'Aube Poche en 2016. Evelyne ou le Djihad, roman publié en 2016 dans l'Aube Micros en 2018, l'Aube en 2016. La bouteille au cafard, roman publié en 2018 dans l'édition L'Aube et Virgule Édition. Le poète de Safi en 2021, édité dans la maison L'Aube et La Croisée des chemins. Et puis, Le temps de l'école, roman aux langues amazighes, apparaître incessamment sous peu. Si Mohamed, je voudrais, après cette présentation du livre que tu as écrit, échanger avec toi autour de ton roman, Le poète de Safi. Et je voudrais, si tu le permets aussi, dresser les thèmes, l'essentiel des thèmes qu'on va essayer de discuter sur ce roman. Un thème
qui est relatif à l'espace, en l'occurrence Safi, et puis le thème du poète et la rébellion, et puis l'humour et le rire. Donc, pour ce qui est de l'espace, notre ami écrivain Abd al-Khaliq Jayid a essayé de réfléchir sur la question de l'espace dans le roman marocain. Et il a insisté sur le fait que l'espace joue un rôle très déterminant. Pourquoi ? Parce que l'espace contribue à l'éclatement des événements et prépare aussi psychologiquement le lecteur à s'identifier dans cet espace. Et ici, en l'occurrence, il y a l'espace de Safi. Cet espace de Safi qui est en quelque sorte valorisé. Il n'est pas pris dans son sens, je dirais, comme représentation qu'on a sur la ville ou la cité de Safi, mais une certaine revalorisation de cet espace. Qu'est-ce que tu en penses, c'est Mohamed? Alors, pour commencer, je dirais que je partage tout à fait l'analyse de Abd al-Khaliq Jayid sur l'importance déterminante de l'espace dans la narration, dans le roman, plus exactement. Oui, l'espace, c'est un élément, c'est une composante fondamentale dans la narration. Comme tu l'as expliqué, ça favorise l'éclatement déjà des personnages, mais pas seulement du personnage, avec tout ce qui porte le personnage, c'est-à-dire son passé, son histoire, sa culture, etc. Donc oui, l'espace est très important. Et je voudrais ajouter une autre chose pour l'écrivain, le rapport de l'écrivain à l'espace. L'écrivain a tout intérêt à ce que son histoire se déroule dans un espace qu'il connaît très bien. Je ne comprends jamais certains écrivains qui écrivent sur des villes qu'ils n'ont jamais visitées, par exemple, ou des pays où ils n'ont jamais mis les pieds. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Moi, par contre, là, par exemple, dans le cas du poète de Safi, Safi, c'est une ville que je connais depuis tout petit. J'y avais de la famille, j'y ai encore de la famille aujourd'hui. Et donc, c'est la ville que je connaissais le mieux après mon village natal, ici à Tanout. Donc, j'y ai passé mes vacances. Je connais la ville ruelle par ruelle, quartier par quartier. J'ai fait la connaissance d'artistes, de poètes, d'écrivains de langue arabe, de poètes de langue arabe plus particulièrement. Donc c'est une ville que je connais, c'est donc un espace que je connais très très bien. Et j'ai toujours eu dans l'idée d'écrire un texte sur Safi. Et le poète de Safi, c'est l'occasion justement de consacrer un livre à cette ville que je porte dans mon cœur. Il y a un autre aspect de cet espace qui me paraît très intéressant, c'est l'aspect historique. Autrement dit, Safi porte une mémoire, un souvenir historique dont la connotation est plutôt culturelle. Et c'est là où je te renvoie à Ibn Khaldoun, en tant que quelqu'un qui a parlé de Safi. Donc, quel est l'intérêt de ce retour à l'histoire en parlant ou en écrivant Safi? Alors l'intérêt, tu l'as dit au départ, c'est de revaloriser la ville, parce qu'aujourd'hui elle est mal aimée, cette ville. Elle est mal aimée, les touristes la fuient parce que paraît que c'est une ville polluée à cause de toutes les usines qui se sont installées, et notamment l'OCP, etc. Mais il n'y a pas que l'OCP, il y a d'autres. Il y a une station thermique, il y a beaucoup d'activités industrielles. Et donc cette ville a malheureusement une réputation de ville polluée. Les touristes s'y arrêtent quelques heures, le temps de s'acheter une poterie et de manger une grillade de sardines, de poissons. Voilà, donc et de passer. C'est une ville de passage. Les gens ne s'arrêtent pas dans cette ville. Ou alors ils s'arrêtent un moment juste pour manger, etc.
Il passe de Walidia jusqu'à Essaouira. Donc ce retour à l'histoire et surtout à la résurrection de ce passé glorieux de sa fille, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Ibn Khaldun s'y était arrêté et l'avait qualifié de Hadrat al-Muhit, la cité de l'Atlantique. C'est dire que c'était une très très grande ville. Il s'est arrêté, il a fait le tour de la ville et de la région, et il l'avait qualifié de Hadrat al-Muhit. C'était une très très grande ville. Et puis quelques siècles plus tard, un siècle et demi, deux siècles plus tard, l'écrivain portugais Valentin Fernandes avait écrit un texte qui s'intitule L'histoire de l'Afrique de l'Ouest, de Ceuta au fleuve Sénégal. Et il avait dit ceci, c'est la ville la plus urbanisée de l'océan Atlantique, c'est la ville portuaire la plus urbanisée et la plus importante. La plus urbanisée et la plus importante, ce sont les mots qu'il a utilisés lui-même. Donc c'est pour te dire l'importance historique qu'avait cette ville, qui malheureusement a connu une décadence, plutôt une déchéance. Il y a aussi un aspect de la ville qui m'intéresse personnellement en tant qu'écrivain, qui m'intéresse plus que le côté touristique ou historique, c'est qu'il y a une activité culturelle très importante. Il y a des poètes de langue arabe, il y a des écrivains de langue arabe, je peux en citer beaucoup. Hassan Riyad par exemple, pour ne citer que lui. Hassan Riyad avait écrit un très très beau texte qui s'appelait Awraq Ibriya, qui avait emporté le prix du Maroc. Awraq Ibriya, traduit par Saïd Laqabi, parchemin hébraïque, voilà. Et quelques années plus tard, il avait publié un autre texte en langue arabe qui s'appelle Zawiyat al-Amiyan. Hassan Riyad, très grand romancier de langue arabe, donc de sa fille. Il y avait Hassan al-Wazani qui habite aujourd'hui à Rabat, mais c'est un natif de Safi. Il y a des poètes de langue arabe, il y a une activité artistique très importante, des peintres, des sculpteurs. Il y a des potiers. Oui. Les plus grands potiers du Maroc, ce sont des Safious. Il y a la colline des potiers, et c'est là que se fait ce qu'il y a de mieux en poterie au Maroc. Donc c'est une activité culturelle dense, riche et importante qu'abrite cette ville. Et ce livre est l'occasion de lui rendre hommage. Je voudrais clore avec toi, si tu le permets, cette partie réservée ou dédiée à l'espace. Plus on avance dans la lecture du roman, plus cette notion de l'espace qui porte un sens de diversité. De diversité non seulement au sens culturel et artistique comme tu l'as développé, mais aussi dans le sens que cet espace abrite ce qu'on appelle le vivre ensemble dans la diversité. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que Safi, c'est une ville là où la tolérance régnait, et là aussi où les religions peuvent cohabiter sans aucun problème. Exactement. Et donc, ma question, est-ce que ce retour à se vivre ensemble, à cette diversité, à cette cohabitation des religions, n'est pas en quelque sorte un contre-exemple ou une contradiction de porter ou adresser à ceux qui veulent que le vivre ensemble doit se limiter seulement entre une seule religion. Alors, Safi, c'est vraiment un modèle, un exemple en termes de vivre ensemble. Parce que c'est la seule et unique ville du Maroc où les juifs et musulmans vivaient ensemble. Il n'y a pas de mellah, il n'y a pas de ghetto à Safi. Ouais. Contrairement aux autres villes, on trouve un mellah partout, dans toutes les villes et villages du Maroc. À Safi, les juifs et les musulmans et les chrétiens, parce qu'il y avait beaucoup de Français aussi, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols aussi, qui vivaient ensemble. Il n'y a pas de clivage. C'est donc, si tu veux, un modèle de vivre ensemble et de cohabitation. Et de ce point de vue, cette ville est largement en avance sur les autres.
C'est vraiment un modèle à suivre aujourd'hui. Donc, quand j'ai dit cette question de tolérance dans cet espace qu'est la cité de Safi, en lisant le texte, il y a d'autres textes que tu as écrits et qui interpellent notre vision de se vivre ensemble, surtout dans ce côté religieux. Parce que, soit dans le poète de Safi ou dans Evelyne et le djihad, il y a un certain appel à ceux qui prônent vraiment la tolérance, qu'ils doivent préserver ce vivre ensemble et lutter, bien sûr, lutter dans ce sens-là intellectuel contre tout aspect qui est susceptible de détruire ce vivre ensemble. Et là, je reviens sur cette question du djihadisme. Parce que dans ce roman, il y a cette présence de ce fléau qui nuit à la liberté et qui nuit au vivre ensemble et qui détruit la liberté d'expression qui est représentée ici par le poète. Donc, comment tu essaies de ramasser ou de synthétiser toute cette problématique du djihadisme dans tes écrits et en particulier dans le poète de Safi? Alors, c'est une grande problématique, c'est vrai que c'est une problématique qui traverse un peu mon œuvre depuis le début, depuis 20 ans. Hein. Il y a des échos dans tous les textes que j'ai écrits, parce que c'est un mal majeur et qui risque de tout détruire. Donc il faut le mettre à l'index, il faut le pointer du doigt, attirer l'attention. Et tu as utilisé le mot lutter, c'est un mot très important. Il faut lutter, il faut se battre, combattre toutes les formes d'obscurantisme et de radicalisme et par tous les moyens. Et ce combat commence déjà à la famille, c'est très important, et s'achève à l'école. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas le cas parce que on a des étudiants universitaires qui ont fait un parcours, qui ont fait tout le parcours scolaire depuis le primaire jusqu'à l'université, mais qui ont des idées obscurantistes, qui sont des intégristes religieux, des fondamentalistes, qui ne reconnaissent pas le droit aux autres confessions d'exister, aux gens qui pensent différemment, etc. Donc, si tu veux, c'est un combat urgent qu'il faut mener et commencer par la famille et puis par l'école. Sinon, on continuera encore à en payer le prix. Le Maroc a été aussi victime d'attaques à plusieurs reprises, comme d'autres pays d'ailleurs, parce que c'est devenu un phénomène universel, mondial. Oui, donc on a intérêt à combattre les intégrismes, d'ailleurs, qu'ils soient religieux, politiques ou autres, à les combattre par tous les moyens. Et le meilleur moyen, c'est la culture. Le meilleur moyen, c'est la culture. C'est le livre, c'est la littérature. La littérature, c'est l'art majeur. Moi, je considère, c'est pas parce que je suis écrivain que je le dis, mais je pense que le livre est quand même l'art majeur. La littérature, c'est l'art majeur. S'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de théâtre. S'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de cinéma. Donc, le meilleur moyen d'épanouir les esprits, de les ouvrir, d'ouvrir les gens aux valeurs de l'humanité, aux valeurs universelles de l'humanité, ça passe d'abord par la lecture. C'est très important. On remarque que la lecture est en recul dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, malheureusement, en bonne partie à cause d'Internet, mais aussi parce que nos jeunes ne sont pas initiés à la lecture. Si on regarde un peu, par exemple, le parcours scolaire, le premier livre que lit un élève marocain, c'est en 9e année de collège, dernière année du collège. Et c'est L'île au trésor de Stevenson. Comment voulez-vous qu'un élève qui n'a jamais rien lu,
son premier contact soit avec un livre comme Livre Trésor. C'est l'indigestion. C'est l'indigestion qui provoque le rejet de la lecture. Or, la lecture, c'est un processus qui commence à 5-6 ans. Par les contes, par les bandes dessinées, etc. Si tu vas dans une médiathèque en France ou ailleurs, en Europe, en Occident, il y a des rayons. Il y a des lectures pour enfants de tel âge à tel âge, des lectures pour jeunesse, des lectures pour adolescents. Ensuite, ce n'est qu'à la fin qu'on arrive à la littérature pour adultes. Or, au Maroc, un élève qui n'a jamais rien lu à l'école primaire, n'a jamais rien lu au collège à part Le Trésor, et encore ce n'est pas sûr, parce que les élèves se contentent en général de lire des résumés sur Internet. Il arrive au lycée, on lui sert du Balzac, on lui sert du Mohamed Khayr-Din, d'Ahmed Sfraoui, on lui sert même du théâtre de l'absurde, Antigone, de Jean Anouilh. Alors l'élève, évidemment, sa réaction, c'est de le rejet. On lui sert de la littérature pour adultes. Comment voulez-vous qu'un élève apprécie la littérature si on lui sert de la littérature pour adultes alors qu'il n'a jamais rien lu au départ, à la base? La lecture, c'est un processus, il y a des étapes. Et ces étapes, on ne peut pas les brûler, c'est impossible. Sinon, le résultat, ça serait inévitablement la réaction de l'élève marocain qui rejette la lecture. Parce que, et là, à cause de l'indigestion, on lui sert de la littérature pour adultes alors qu'il n'a jamais rien lu. C'est vrai. C'est vrai, tu as posé un problème problématique en lui-même. Ce problème de la lecture, ça c'est vraiment le fait de ne pas lire. On peut dire facilement que ne pas lire, c'est ignorer le monde et ignorer soi-même aussi. Ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'en te lisant, et ça, c'est un avantage de la lecture. De la lecture, comme j'ai personnellement ce rapport que j'ai à la lecture. Parce que quand je lis ton écrit, et en particulier cette partie qui est réservée à cette culture, à ce rite, à cette verticalité des djihadistes, là, ça me permet de faire la comparaison entre d'autres écrits de psychanalystes, de sociologues sur la même thématique. Et aussi, ça nous donne vraiment cette richesse pour, c'est-à-dire pour prendre le sujet dans sa diversité, dans tous les aspects. Et ça aussi, pour moi, ton écrit contribue énormément au danger de ce genre de pratique, de ce genre d'idéologie qui détruit la pensée et la liberté. Et en parlant de la liberté de la pensée, on revient à notre poète. Et ce poète qui, en quelque sorte, représente cette émancipation, représente aussi le fait qu'il y a problème dans la liberté. Et s'il y a problème dans la liberté, c'est que ce genre de gens qui prétendent qu'ils pensent à la place des autres s'accaparent de ce problème de la liberté pour essayer de divulguer leur liberté. Et donc là, on est en quelque sorte face à deux mondes qui se battent. Il y a le monde philosophique du poète et le monde de ceux qui écrasent la créativité. Comment tu as su tisser ce monde en parlant du poète et en même temps en essayant d'élucider le côté sombre de ceux qui essaient de voler la liberté. Alors la liberté n'est jamais un bien acquis définitivement. Elle n'est jamais définitivement acquise. Elle fait toujours l'objet de menaces des autres, de ceux qui n'y croient pas, ou de ceux qui en ont peur.
il y en a beaucoup. Les oiseaux qui ont grandi en cage trouvent ceux qui volent librement, ils trouvent des créatures dépravées. Donc ça fait peur. Ça fait peur à ceux qui ne connaissent pas la liberté, qui ne savent pas en apprécier le côté avantageux. Donc oui, il y a cette dualité dans le poète de Safi, notamment chez le personnage central, le poète lui-même, et ses deux copains qui sont également poètes de langue arabe. Cette dualité entre un entourage pas vraiment encourageant, voire adversaire, voire ennemi, hostile, et une liberté débordante qui est celle de ces poètes. Et ça rentre dans le combat que je viens d'expliquer, c'est le combat de la liberté et de ceux qui cherchent à l'étouffer. Il y en a beaucoup dans tous les siècles et ça continuera comme ça, c'est sûr. Donc ces trois poètes sont parvenus à un point de non-retour en termes d'appréhension de la liberté, de la liberté d'expression, etc. Parce qu'ils ont lu, déjà, on revient au livre, ils ont énormément lu, bien que ce sont des lecteurs, bien qu'ils soient des lecteurs en langue arabe essentiellement, mais ils ont lu et ils savent très bien, ils ont compris la vie, ils savent très bien, ils ont compris l'espace où ils vivent, le pays où ils vivent, ils ont compris leur histoire, leur culture, etc. Et donc sur ce plan-là, on n'a plus grand-chose à leur apprendre. Et ils sont prêts à se battre pour ce bien précieux qui est la liberté, à aller jusqu'au bout malgré le refus des éditeurs qui ne veulent pas les publier parce que la poésie, paraît-il, ne rapporte pas. C'est un genre qui ne se vend pas, mais malgré aussi l'opposition de l'espace autour d'eux, leurs proches, des lecteurs, ou l'absence des lecteurs, il n'y a pas beaucoup de lecteurs pour la poésie, c'est une élite. Donc cette dualité pensée-liberté existe et traverse le livre, et j'essaie de tenir un peu cet équilibre, parce que c'est dans cet équilibre-là qu'il y a la vie. Dès qu'il y a un déséquilibre, à ce niveau-là, il y a perturbation. Et donc j'essaie en tant que narrateur, et en tant qu'écrivain aussi, de maintenir cet équilibre entre le côté philosophique de la chose et le côté purement poétique littéraire de ces trois personnages du roman. Donc toujours dans la même thématique liée à la poésie, au rapport de la poésie à la philosophie, moi je trouve que Monsef Bheri, quand il parle de lui-même, c'est qu'on sent vraiment que c'est quelqu'un qui se construit à partir du doute. Un la-adri. C'est quelqu'un qui se construit à partir du fait que, pour lui, il n'a qu'un seul but, c'est chercher la vérité. Et c'est là aussi où le poète nous donne ou nous offre, ou nous dresse une certaine vision du monde. Et cette vision du monde qui, en quelque sorte, a pour but de chercher, non seulement de chercher, mais de prendre comme méthodologie la clarté. Et c'est là aussi où je sens une graine philosophique cartésienne dans ce que tu écris. Peut-être que quelqu'un d'autre ne peut pas découvrir, mais à partir de ce que j'ai modestement accumulé de la philosophie, ça me paraît que c'est très, très significatif dans tes écrits. Et je ne peux citer qu'un bout de texte. Voilà, je cite.
la simplicité, la clarté ne sont-elles pas souvent les principales caractéristiques de la vérité? Et là, on est tout simplement en plein règle de la méthode cartésienne. Moi, je pose la question, étais-tu conscient que ton texte, qui a une certaine attraction fictionnelle, si j'ose dire, mais qui s'est converti en réflexion philosophique? Alors, à vrai dire, moi je ne me suis jamais posé la question. Disons que je suis un adepte de la clarté et de la simplicité. Ça vient de la rationalité dont on a discuté dans les coulisses de cette émission tout à l'heure. C'est quelque chose qui fait défaut à notre société, la rationalité, justement. Si la raison été là, on aurait évité pas mal de choses et on n'en serait pas au point où nous en sommes aujourd'hui. Donc, si tu veux, moi je me pose pas je me pose pas beaucoup ce genre de questions parce que l'essentiel pour l'écrivain que je suis, c'est d'écrire un texte déjà cohérent, un texte cohérent ou harmonieux, de bout en bout, un texte clair et simple. Voilà, on revient à la clarté et à la simplicité, qui sont deux principes fondamentaux de toute pensée, pas seulement du cartésianisme, mais de toute pensée. À mon avis, une pensée qui n'est pas claire et qui n'est pas simple et qui n'est pas claire, une pensée qui manque de clarté et de simplicité n'en est pas une. Ouais. C'est une logomachie, c'est une démagogie, à mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. La pensée doit être toujours claire, simple, de façon à ce que l'interlocuteur la comprenne, la saisisse sans guère de difficulté, quel que soit son niveau intellectuel. Donc, pour te répondre franchement, moi je ne me pose pas beaucoup trop de ce genre de questions. C'est plutôt les questions, c'est plutôt l'affaire des lecteurs et des critiques littéraires de s'intéresser à ce volet. Alors, tu as évoqué tout à l'heure un côté assez important dans l'intellect chez le poète de Safi, à savoir l'adri. C'était un l'adri, quelqu'un qui ne sait pas. Ça, c'est aussi une question fondamentale en philosophie, je crois. Commencer par dire « je ne sais pas, je vais comprendre ». Je doute de tout, ça on revient encore au cartésianisme, à Descartes. Et je doute de tout, quelqu'un qui doute de tout, et si en fait il remet tout en question, il veut comprendre les choses, aller jusqu'au bout des choses, il veut que les choses lui parviennent d'une façon claire et simple, et il veut des réponses convaincantes, des réponses claires et convaincantes. C'est le cas de ce poète, mais je crois que c'est le cas aussi de beaucoup de gens qui démarrent dans la pensée, dans l'apprentissage de la pensée. C'est de trouver des réponses aux questions existentielles qui sont les leurs. Et je crois que tout le monde est passé par là. Et c'est aussi une preuve de modestie. Je veux dire, quelqu'un qui démarre en disant « je ne sais pas, je veux comprendre », c'est une grande preuve de modestie. Et il se trouve que le poète de Safi est quelqu'un qui cherchait à comprendre. Alors, au niveau, on va dire, théologique, il se dit la adri, quelqu'un qui ne sait pas, un agnostique, un agnosticiste si tu veux. C'est quelqu'un, un adepte de l'agnosticisme. Et il ne croit pas que Dieu existe. Et il n'est pas sûr que Dieu existe. Il n'est pas sûr non plus que Dieu n'existe pas. Et il laisse une porte ouverte. Voilà, il laisse une porte ouverte en disant c'est une question qui me dépasse. C'est encore une fois, comme je viens de le dire, une très grande preuve de modestie et qui est aussi la preuve de la détermination de tout philosophe, de tout penseur qui cherche la vérité, qui est en quête de la vérité. Oui, en plus de ce que tu as évoqué par rapport à ce rapport de philosophique ou de la pensée qui ne sait pas, avec la poésie, il y a le malheur de la poésie aussi, qui est incarné par le personnage de Behri. Ce malheur-là se trouve
dans les institutions qui sont censées protéger la poésie. Et ces institutions doivent protéger toutes sortes de créativité, surtout littéraire. Et on le trouve aussi dans les institutions, je dirais, politiques, les institutions qui ont trait à promouvoir la culture. Mais il s'est avéré que rien n'est fait. L'illustration, c'est que le poète s'est enfui. Puis, il a exprimé une déception du fait que la poésie n'a pas vraiment son rôle, il n'est pas protégé et il n'a pas vraiment l'écho que devrait avoir dans les pays qui protègent la créativité. Comment tu en penses? Je pense, oui, tu as fait une analyse objective de la situation. La poésie, notamment dans la langue arabe, mais c'est aussi le cas de la poésie en langue française et dans toutes les autres langues. C'est pas, il y a très peu de maisons d'édition qui acceptent encore de publier des textes de poésie, des recueils de poésie. On a très peu parce que c'est une aventure. Financièrement parlant, ça ne rapporte pas. Hein. Ça rapporte très peu. Il y a très peu de lecteurs. C'est malheureux. Mais ça revient encore, l'explication revient encore à l'éducation. On ne peut pas apprécier un art comme la poésie sans avoir été initié à cet art à l'école. Si ce n'est pas à la maison, mais au moins à l'école et dans les médiathèques, les bibliothèques, etc. Mais c'est à l'école qu'on sème cette graine-là. C'est à l'école, cette passion de la poésie. Là, il se trouve que la poésie est très peu enseignée, très peu enseignée. Et puis les enseignants, pour dire les choses clairement, moi j'ai été enseignant pendant une trentaine d'années et ils ne sont pas suffisamment qualifiés pour enseigner la poésie, qui est quand même un art élitiste. Hein. C'est de la littérature, mais c'est de la littérature élitiste, c'est pour une élite. Donc il faut former les enseignants dans ce sens-là. J'ai fait une enquête. Voilà. J'ai fait une enquête tout récemment, une étude sur l'école marocaine, sur cette problématique de la lecture. Et de cette enquête, il découle un certain nombre de conclusions, parfois effrayantes. Par exemple, je voulais savoir pourquoi l'enseignant n'arrive pas à faire aimer le livre à l'élève et à l'étudiant. Alors j'ai fait une opération de calcul. J'ai essayé de compter, hein, c'est une comptabilité, de compter combien de livres un enseignant a lu avant, depuis le début de son parcours scolaire, jusqu'à ce qu'il devienne professeur, jusqu'à ce qu'il sorte d'une école de formation d'enseignant. Eh bien, au total, au maximum, c'est une quarantaine de livres. Est-ce qu'un enseignant qui a lu, une quarantaine dans le meilleur des cas, hein, je précise, parce qu'ils n'ont pas tous lu 40 livres. Ils n'ont pas tous lu 40 livres. Non. La plupart se contentent de résumer sur Internet, de résumer d'une page, voire de résumer en langue arabe. Hein. Je me souviens d'un élève en classe qui m'avait montré une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui racontait l'histoire de la boîte à merveilles au programme au lycée marocain, la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, racontée en darija. Racontée en darija, c'est incroyable. Donc, dans le meilleur des cas, ils ont lu 40 livres. Mais en général, ils ont lu 20 livres. Comment veux-tu qu'un enseignant qui a un bagage si pauvre en lecture puisse communiquer, véhiculer l'amour de la lecture à ses élèves? Lui, il ne l'a pas. Le proverbe arabe, tu le connais très bien, Faqih Cheikh. Quelqu'un qui n'a pas lu, comment veux-tu faire lire ses élèves? Ce n'est pas possible. Alors, à la fin, il y a des recommandations. Et parmi ces recommandations,
j'ai demandé à ce que la lecture et le livre soient au centre de l'opération enseignement-apprentissage. Si on veut sauver l'éducation nationale, du bourbier où il s'est retrouvé depuis 40 ans, il faut replacer le livre au centre de cette formation. Le livre et la lecture, c'est très important. C'est le meilleur moyen de former un enseignant. C'est de le faire lire, de lui faire aimer la lecture, voire l'écriture, pourquoi pas. Et non pas de lui faire du bourrage de crâne, de lui apprendre par cœur des méthodologies, des didactiques, etc., des cours de didactique, des cours de méthodologie qui ne servent finalement à rien du tout. Donc, on est toujours dans cette problème. Tu as bien fait de soulever à chaque fois cette question de lecture et d'écriture. Et moi, je trouve que Elles sont fondamentales. Oui. Et moi, je travaille sur ça. C'est ça qui m'intéresse le plus dans mon contact, avec le livre. Même le rire, il a un rôle très spécial, qu'on ne peut pas expliquer. Le rire par la lecture. Et ça, pour moi, c'est une belle folie de te retrouver face à un texte, à un écrit et qui évoque le rire. Et tu ris. Ouais. Moi, je trouve ça, c'est une belle folie. Il y a un très beau texte, entre parenthèses, il y a un très beau texte d'un ami écrivain, universitaire et écrivain qui s'appelle Fouad Madi et qui a écrit, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un très beau livre qui s'intitule « Rira bien celui qui a lu la littérature marocaine d'expression française ». Rira bien celui qui lira la littérature marocaine d'expression française, et il s'attaque à cette thématique que tu viens de soulever, qui est celle de l'humour dans la littérature marocaine d'expression française. Justement, je voudrais passer par ce livre qui me paraît très intéressant, parce que dans une de ces citations sur les romans qui ont traité du rire dans tes romans, surtout la bouteille au cafard, ils traitent du rire. Et ce qui m'a un peu interpellé, c'est que dans ce rire, tout le monde sait qu'il joue de la comédie. Et en te lisant, soit dans le roman La bouteille de cafard ou dans le poète de Safi, il y a ce côté satirique, si j'ose dire, et ce côté satirique qui nous enseigne sur notre mensonge à nous, c'est-à-dire ce mensonge qui est dû au fait que nous vivons dans des contradictions. Et ces contradictions explosent ce rire. C'est-à-dire qu'on se refuge en quelque sorte dans le rire, mais ce rire qui est notre mensonge à nous. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je partage tout à fait ton analyse, et en t'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de me remémorer une très très belle phrase de Beaumarchais qui disait « Je me presse de rire de tout pour ne pas avoir à en pleurer ». Je me presse de rire de tout pour ne pas avoir à en pleurer. Et c'est ce que Fouad me dit dans son livre « Rira bien qui lira la littérature marocaine d'expression française ». C'est ce volet-là qu'il le développe dans un chapitre. Oui, le rire, c'est une composante fondamentale de notre culture. Hein. Je n'ai aucun mérite, je n'ai absolument aucun mérite, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que reproduire donc une réalité que l'on vit quotidiennement, notamment à Marrakech et région. Il y a même eu un festival du rire, semble-t-il, je ne sais plus s'il existe encore. Et donc oui, il est là dans notre culture, mais il ne faut pas le prendre au premier degré.
Les larmes non plus d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y a des pleureuses professionnelles. Bien sûr. Ouais. On fait recours à des pleureuses professionnelles pendant les décès, par exemple. Oui, Ouais. le jour du deuil, par exemple, Ouais. il y a des pleureuses professionnelles. Donc, il ne faut pas prendre la chose au premier degré. Il faut être très attentif, très prudent, et le rire selon le contexte. Hein. Ouais. Selon le contexte, ça peut être une critique acerbe adressée. Ouais. Très souvent à l'institution, ça peut être tout simplement une plainte, ça peut être une plainte, hein, une façon de se plaindre, une façon de se moquer, de ridiculiser, d'abaisser, de rabaisser. Donc ça dépend à chaque fois du contexte. Et bon, puisque ça allège aussi un peu le temps du lecteur, hein, ça le fait dérider un peu. Pourquoi pas cette vertu-là aussi, elle est importante en lecture. D'accord. Je pense qu'on a un peu abordé toutes les thématiques que je t'ai proposées pour échanger. Et je voudrais maintenant, si tu le permets, te demander de nous éclairer en quelque sorte, en résumé, de tes projets de lecture, d'écriture, pardon. Alors, mes projets d'écriture. Alors, tu l'as dit au début de cette interview, tu as dit que j'écris un livre en langue amazigh, en langue berbère, qui s'appelle Le temps de l'école, Azmz Ntinmel. J'ai signé le contrat il y a 1 an et demi déjà, mais il n'est pas encore publié. C'est l'IRCAM qui se charge de sa publication. Il s'appelle donc le temps de l'école. J'y raconte mes débuts à l'école primaire du village, ici à Taïnaout. Je me souviens, je débarquais à l'école, je ne parlais pas un mot d'arabe. L'institutrice d'en face, ou l'instituteur d'en face, ne parlait pas un mot de berbère. Et c'était le dialogue des sourds. Ben, on ne s'entendait pas du tout, alors on utilisait des gestes. Et c'est une camarade de classe qui s'appelait Saada, parce que l'instituteur m'avait installé à côté d'elle. Saada, c'est une juive, parce qu'il y a un grand mellah encore présent encore aujourd'hui, et le tiers des habitants du village étaient des juifs. Et donc il était ma camarade de classe. Elle parlait à la fois le dialectal, l'arabe dialectal et le berbère. L'arabe dialectal, il l'a appris à Marrakech, au mellah de Marrakech, parce qu'il y a de la famille, donc il fait se déplace, il va les voir de temps en temps. C'est là qu'il a appris l'arabe. Et il m'a servi d'interprète, entre moi et l'instituteur. Donc je raconte un peu ces débuts très compliqués, linguistiquement parlant. Et voilà, le deuxième projet, c'est un livre sur lequel je travaille déjà depuis 1 an et demi, et qui sortira probablement au courant 2024. Et c'est un livre que j'ai consacré aux dégâts de l'obscurantisme dans les petits patelins là-haut de Grand Atlas. Parce qu'il y a des patelins, il y a des villages là-bas qui ressemblent aujourd'hui à des villages de Kandahar. Des villages pakistanais ou afghans. Hein. Les femmes sont en voile intégral. Les hommes sont habillés en taliban avec la barbe jusqu'au nombril, etc. Donc, et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'était des gens gays qui aimaient la fête, qui aimaient l'ahwaj, qui aimaient faire la fête, s'amuser, rire. Et puis tout d'un coup, ou plutôt au bout de quelques années, ça change. Et ça continue de changer d'ailleurs, ça continue de changer dans ces patelins pauvres qui ont été islamisés à fond. Et donc j'ai cherché à comprendre, j'ai écrit ce livre, il s'appelle Il fait nuit chez les Berbères. Et voilà, c'est le projet sur lequel je travaille.
Et parallèlement, bien sûr, comme tout écrivain qui se respecte, je suis en train de lire, de relire certains textes, etc. Très bien. C'est intéressant. Je voudrais, avant de te céder la parole pour clore cet échange, je voudrais m'adresser à celles et ceux qui nous suivent et qui suivent les activités de notre site Al-Awraq. Je voudrais leur recommander ce que Mohamed Nedali écrit comme littérature. Parce que tout simplement, et ça je le redis toujours, parce que Mohamed Nedali, c'est quelqu'un qui nous écrit. Et donc, c'est quelqu'un qui nous écrit et qui a cette capacité de questionner notre temps et de questionner notre devenir. Et c'est pour cela que je vous incite et je vous recommande de lire ces ouvrages, ces romans, parce qu'on y trouve de la vraie littérature et de la littérature engagée, et on trouve aussi un style de la langue française, de quelqu'un qui a très bien travaillé la langue française. Et puis, et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ses écrits, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas assez d'efforts pour s'introduire dans ces textes. Et je trouve que c'est amusant en même temps, on trouve du plaisir et on se met en question. Et je crois que c'est l'un des responsabilités de l'écrivain, de son éthique, en quelque sorte. Donc, je te remercie de nous avoir accueillis chez toi et de nous avoir permis de réaliser cet échange au nom de tout le groupe de Al-Awraq. Et on est toujours ouvert sur d'autres échanges et moi personnellement, je suis toujours ouvert sur tes écrits. Je te remercie infiniment et je te cède la parole. Alors, le plaisir est partagé de t'accueillir chez moi. C'est pas la première fois, c'est toujours un plaisir renouvelé. C'est toujours un plaisir renouvelé de te voir, d'échanger avec toi. Alors, tu as évoqué plusieurs aspects et j'ai retenu entre autres cette idée de s'écrire en écrivant les autres. Ça me fait plaisir. Oui, je m'écris en écrivant ceux d'en face, ceux pour qui le livre est destiné, c'est-à-dire les lecteurs. Voilà. Ça me fait plaisir que mes textes aient cette vertu-là. C'est très important. Tu as parlé aussi de la simplicité de la langue. Entre deux mots, je choisis toujours, entre 2, 3, 4 mots, je choisis toujours le plus simple. Voilà. C'est ma façon d'écrire. Et très souvent, le mot le plus simple, c'est celui qui porte le mieux le sens qu'on veut transmettre. Et je choisis le mot le plus simple, mais aussi le mot qui sonne mieux à l'oreille. Parce que je suis très sensible à la langue, au style, à la poésie. On en a parlé tout à l'heure. La poésie n'est pas toujours versifiée, pas seulement sous forme de strophes, de vers, etc. La poésie, il y a beaucoup de poésie en prose aussi. Hein. Ouais. Pour moi, je ne fais pas de distinction de genre, les poésies, romans, etc. Je crois que la poésie existe dans le roman et dans la prose, et la prose existe dans la poésie. Et voilà. Donc, les deux s'entremêlent tout le temps chez tout écrivain qui se respecte. Et voilà, ce sont ces deux côtés-là, ces deux aspects-là qui ont attiré mon attention dans ton dernier mot-là. Je voudrais aussi remercier le public du site Awraq pour m'avoir écouté déjà, pour nous avoir écouté de bout en bout. Ouais. Oui. Et encore une fois, le caméraman Sihdo
Et je vous remercie de vous être déplacé par une journée très chaude. C'est une période de canicule. Ce n'est pas une chose aisée que de venir de si loin jusqu'à Tanout, mon village ici, pour nous voir. Je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir une autre fois. Merci, c'est Mohamed. Merci à toi. Merci.